Gouz, voilà, c'est un pecum vulgus, un Africain de base, ivoirien, qui a fait ses études en Côte d'Ivoire, qui a tout appris en Côte d'Ivoire, et qui, à un moment ou un autre de sa vie, est parti en France pour se balader, voir de l'ailleurs, et a transporté avec lui son âme, son éducation, sa culture aussi là-bas. Il s'est fait une vie là-bas, plusieurs vies là-bas en fait, et puis est revenu en Côte d'Ivoire en 2011 à la suite des événements, ce qu'on appelle désormais, ce qu'il est convenu de désormais appeler les événements post-électoraux. Voilà, je suis revenu en Côte d'Ivoire pour, globalement, parce que je ne me sentais pas bien en Europe en fait. En réalité, pas que je n'avais pas ma place, j'avais ma place, j'arrivais à faire plein de choses différentes, mais je me sentais pas bien parce que j'avais envie d'apporter quelque chose d'autre ici, quelque chose de nouveau, enfin quelque chose quoi. Je me sentais plus utile ici. En France, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a plus grand chose à faire, voilà. Donc je me suis installé ici, j'ai monté pas mal de choses, je me suis investi dans pas mal de projets. Voilà, entre-temps, j'ai écrit De vous payer comme une espèce de solde de mon aventure française. Et puis, ça a eu le succès ou bien le destin que ça a eu, quoi. De toute façon, il faut toujours trouver un dispositif. Tout le monde a la capacité de raconter les histoires. Après, c'est l'angle de vue à partir duquel tu te mets, le point de vue que tu choisis, qui fait la différence entre une histoire et une autre. Prenons par exemple, tu vas dans un funérail à Yopougon, le vendredi, le musicien qui joue la guitare, il racontera une histoire qui est différente de celui qui est dans le public. Alors, la place du vigile, en plus, symboliquement, c'est assez joli, le vigile. Donc, en fait, tu es quasiment payé pour regarder les gens. Donc, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, dans les temps modernes, le vigile, non seulement tu es payé pour regarder les gens, mais en plus, personne ne te voit. Est-ce qu'on peut trouver meilleur point d'observation que celui où tu peux regarder sans jamais être vu? Donc voilà, donc moi j'ai choisi ça, et aussi parce que ça faisait partie de mon expérience de vie, mais j'ai choisi ce mode narratif là parce que je l'ai trouvé idéal en fait. C'est pas lié vraiment à la fonction, c'est surtout lié à la situation sociale. Celui du négro qui débarque en France sans papier, on va dire, quoique, tu vois, sans papier, du négro qui débarque en France et qui se cherche. Donc qui est prêt à tout pour pouvoir vivre. Et encore, ça, c'est les meilleurs exemples parce qu'ils font quelque chose de positif, on va dire. Tu vois. Et quand tu es ivoirien, il y a un très fort réseau dans ce qu'on appelle abusivement la sécurité en France, où il y a beaucoup d'Ivoiriens. Donc c'est facile de trouver un métier de vigile quand tu es ivoirien. Donc tu appelles 2-3 personnes que tu connais, tu vas voir, ils vont te trouver, il y en a peut-être un plan là, ou ici. Donc voilà, ça c'est le truc normal, quoi. Mais pourquoi ça arrive? Ça arrive pour 2 raisons. La première, parce que la France refuse les Africains qui arrivent là-bas, les étrangers de façon générale, mais les étrangers visibles. Parce qu'il y a d'autres étrangers, il y a des Allemands, il y a des Espagnols, machin. Les étrangers visibles, ce sont ceux qui sont épidermiquement marqués, quoi. Donc tu vois, les Arabes, les Indiens un peu, et les Négros, au nom de la situation coloniale. Donc, et ne pas avoir de papier, c'est un vrai drame parce que ça t'impose d'accepter tout, en fait, pour pouvoir t'en sortir. Et bon, évidemment, tout le monde n'est pas capable de voler ou d'être trafiquant. Donc, quand tu veux travailler honnêtement, tu acceptes ce genre de métier. Et même dans le cas idéal où tu as tes papiers, en tant que négro, au nom de cette histoire coloniale, au nom de ce regard décadent, pas décadent, on va dire condescendant, que la métropole porte sur les colonies, même quand tu as tes papiers, on nie ton passé en fait d'individu. C'est-à-dire que tu peux avoir un doctorat en philosophie, en biochimie ou en médecine même. Bah, c'est comme si tu l'avais pas en fait. Donc tu deviens comme une espèce de nouveau-né. Tu acceptes le plus urgent, le plus facile, le plus commode pour avoir le truc. C'est pour ça que pas mal d'Ivoiriens sont vigiles ou d'autres choses. D'ailleurs, les hommes, les mâles sont vigiles et les femelles, pour utiliser un terme un peu provocateur, les femelles sont gardes d'enfants. Donc tu arrives, tu es une nana, tu as fait l'INSET
ou bien que tu es la femme d'un policier, ou bien que tu n'as jamais fait l'école, vous allez tous être garde d'enfants dans l'ouest de la banlieue parisienne, chez des gens riches, garder des gamins, mi-prisonniers, mi-rois, quoi. Voilà. Donc c'est un peu le destin méprisable et méprisant qu'ont la plupart des immigrés. Après, il faut être motivé, hein. Après, chacun a ses raisons, mais voilà. Est-ce que le succès est la certification de la qualité? Non, mais je dis ça, je pose la question à tout le monde. Le coupé-décalé, c'est une musique à succès, mais c'est une non-musique, c'est une musique de merde. C'est une musique qui est juste, c'est l'apologie de la rythmique brutale. Tu sais, les mecs, il n'y a rien, quoi. Il y a pas de paroles, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de mélodie, il n'y a rien, quoi. C'est une non-musique. Donc, tu vois, c'est une espèce d'œuvre d'art contemporain comme ça. Tu vois, ça a un succès énorme. Mais je connais personne qui, dans des moments difficiles, fredonne comme ça, par devers lui, les Rakatakatokotokota de Arafat ou bien un de ses chrétiens de suiveurs. D'accord? Tu vois? C'est une musique à succès. Mais est-ce que ça garantit que c'est quelque chose de fondateur, de valorisant, d'intéressant à suivre? Voilà. Donc, moi, je ne dis pas que mon livre, c'est du coupé-décalé de la littérature. Mais je refuse qu'on lit la qualité du livre, de n'importe quel livre, à son succès. Le texte qu'on ne lit pas aujourd'hui, une fois que tu écris un livre, il est là pour l'éternité. Il va rester là. Je vais vous dire comment j'ai du recul dessus. Je me dis que ça donne de l'espoir. Ce n'est pas parce que c'est moi qui ai écrit ça, hein, mais je me dis que ça donne de l'espoir. Qu'un livre écrit par un notaire négro, premier roman, édité par un éditeur inconnu, qui paraît à la rentrée littéraire française, pendant laquelle il y a 600 bouquins qui paraissent, ça donne de l'espoir qu'il y a encore des gens qui sont capables d'écouter un discours nouveau, d'écouter quelque chose de différent, d'entendre la marge, de regarder l'aspérité plutôt que le plat, de voir le pic sur la ligne plate. Voilà, ça donne de l'espoir. Et ça donne de l'espoir que quand tu prêtes de l'intelligence, même à la masse, elle est capable de te le rendre. Tu vois, ça donne l'espoir que c'est le combat qu'on mène depuis des années, hein, en fait, avec les amis. C'est le combat qu'on mène depuis des années, celui de générer, provoquer l'intelligence des gens, des uns et des autres. Voilà. Et ça n'a pas de prix. Tu vois. Et c'est plutôt une bonne chose de me dire ça, quoi. Je ne suis pas Emmanuel Carrère, tu vois. Je ne suis pas Jean d'Ormesson. C'est bien que quelqu'un qui n'est ni le premier ni le deuxième que j'ai cité puisse placer un truc. Ça donne vraiment de l'espoir. Ça veut dire qu'en fait, il y a encore la possibilité. Parce qu'il n'est pas facile, mon livre, en plus. Il n'est pas facile. La structure est très, très originale, très, très différente. Mais malgré tout ça, malgré tous les défauts qu'il a au départ, il est passé. Donc voilà. Il ne faut pas régner l'intelligence. Il faut accepter, l'apprendre. Faut donner du crédit aux autres. Une ligne de crédit infinie. Le crédit de l'intelligence. Ça doit être une ligne de crédit infinie. Donne, tu vas voir. Les gens, ils vont reprendre. Le courant littéraire? Non, j'ai pas de courant. Quand les Blancs sont venus ici, en fait, ils sont venus avec plein de gens qui ont regardé les trucs. C'est-à-dire que les observateurs, ils ont regardé les gens ici, ils ont dit, ah, ici, c'est une population de type Bantou. Là, ce sont des Kourous. Par ici, ce sont des Akans. C'est-à-dire qu'ils ont décrit les gens. Ils ont décrit les gens de façon plus ou moins vraie. Tu vois, ils ont dit, regarde, BT. On dit là, c'est les BT. C'est l'observateur extérieur qui est venu comme ça. Et puis il a dit là, c'est les BT. Et puis, finalement, à force de dire là, c'est les BT même, ils ont cru qu'ils étaient BT en fait. Alors qu'en fait, au départ, c'est la description de quelqu'un d'extérieur. Et ce n'est pas toujours vrai. Elle n'est pas toujours juste.
Alors donc moi, je dis que déjà, quand les gars qui cherchent, je me méfie des gens qui cherchent les courants dans lesquels tu t'inscris. Voilà. On est ce qu'on est. Après, ce sont les autres qui te définissent comme étant comme si. Et souvent, quand on te définit dans un courant, dès que tu n'obéis pas aux règles, aux lois, au cahier de charges qu'on a mis pour ce courant-là, on dit non, tu es un déviant. C'est une façon de... C'est le début de l'exclusion, en fait. De dire, ah, ça c'est tel courant, ça c'est tel truc. Après, j'ai un style, en fait. Après, j'ai un style qui n'est pas celui d'un autre. Ah, il date pas d'aujourd'hui, sinon je rentrerai pas dans ce milieu-là. Non, non, non. Très riche, la littérature africaine. Très, très riche. De tout temps, d'ailleurs. De tout temps. Et on a l'impression qu'elle est un peu morte comme ça, parce qu'elle n'est pas très connue, elle n'est pas très spectaculaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éboupeillés qui surgissent comme ça, par exemple de la rentrée littéraire française et tout ça. Mais il y a peu de gens qui savent qu'en 2008, Mouné Nembou a eu le Renaudot en France. Le Guinéen Mouné Nembou. Bon, je ne te parle même pas de Tonton Kourouma. Je ne parle même pas de Tonton Kourouma, quoi. Masterpiece sur masterpiece, quoi. La littérature africaine est foisonnante, divers, et elle est caractérisée par son inventivité, quoi. Wole Soyinka, que j'aime beaucoup, hein, aussi, hein, mais la nouvelle génération nigériane aussi. Bon, après, il y a plein de faussaires de la littérature. On les connaît, ils traînent partout ici, là. En Côte d'Ivoire, il y a pas mal de faussaires qui ont traîné là, qui ont fait semblant de faire croire aux gens qui étaient des écrivains. Et je ne vais pas citer de nom. C'est pareil pour tous les faussaires. La merde finit par s'évacuer. On tire la chasse, elle part. Après, l'eau est claire dans les chiottes. Comme si jamais il y avait eu de la merde dedans, quoi. Voilà. Il y a plein de gens qui ont essayé d'entacher comme ça l'histoire de la littérature africaine. Mais Dadi était là avant. Ils ont déjà écrit des trucs. Kourouma était là. Chinua Achebe était là. Wole Soyinka était là. Mais qui peut péter sur ces gens? Absolument personne. Tu vois, elle est toujours présente, la littérature africaine. Et regarde là maintenant. Aujourd'hui encore, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si moi j'arrive à placer un bouquin parmi les 600 bouquins de la rentrée littéraire française. Ce n'est pas un hasard si j'arrive à sortir du lot. Ce n'est pas un hasard. Je suis l'héritier de tous ces gens-là. Nous sommes tous les héritiers de tous ces gens. Il faut juste qu'on apprenne à les écouter. Elle est là, vivace, présente, forte en histoire, forte en présent et prometteuse en futur. J'ai pas l'impression qu'il y a des modèles de démocratie. J'ai pas cette impression, hein. Moi, j'étais vivant en Côte d'Ivoire. Quand, pour régler un différend électoral en Côte d'Ivoire, l'armée française a bombardé mon quartier à Cocody ici. C'est la démocratie aussi. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. La vraie question, c'est comment les peuples se prennent en charge. Comment ils font. C'est un peu chaud. On est un continent de gens qui ont 20 ans en moyenne, qui sont dirigés par des gens qui ont 70 ans en moyenne. C'est difficile. Il y a comme un dialogue de sourds. Le temps des nations est tellement grand que tous ces connards-là qui croient qui ont l'impression de changer l'histoire, tous ces crétins qui ont l'impression de tenir le pouvoir, ils ne l'ont pas en fait. Donc, ils vont sortir de l'histoire par la conduite des chiottes, comme comparé il n'y a pas longtemps, par exemple, entre autres, quoi. Mais la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de nous, nous tous en tant que seule famille, une famille unique, humaine, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de nous? Qu'est-ce qu'on veut devenir, en fait? Qu'est-ce que cette planète-là va devenir? Voilà, où on l'amène, voilà. Le problème est dans le terme immigration. Il faut se calmer un peu, tu vois. L'homo sapiens sapiens que nous sommes là, c'est un animal qui a la curiosité des horizons, du delà de l'horizon. Tu sais, il y a un Italien qui a convaincu des Portugais qu'au-delà de l'horizon, il y avait un continent. Et puis les gens ils ont dit, ouais, vas-y, on te file 3 bateaux, vas-y, va voir.
Il est parti, on a dit qu'il a découvert l'Amérique, mais quand il est parti là-bas, il y avait des hommes déjà. C'est-à-dire que bien avant lui, des gens se sont dit, ah, il paraît qu'on vient tous de la vallée du Rif. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a des hommes en Amérique du Nord? Au fin fond de l'Extrême-Orient, qu'est-ce qui fait qu'il y a des hommes? C'est leur capacité à aller chercher au-delà de l'horizon. Ce que tu vois. Donc c'est ce que j'appelle un mouvement naturel. Il n'y a rien qui devrait me consigner à rester chez moi. Il n'y a rien qui devrait m'assigner à résidence en Afrique. Rien. Au nom de quoi? De qui? Quand tu mets immigration, là, on est directement dans la société capitaliste d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des hommes qui vont d'un point A à un point B pour chercher du travail, donc accomplir quelque chose qui est de l'ordre du capitalisme, pour pouvoir, eux, personnellement, s'accomplir, et puis distribuer des subsides autour. Donc les Western Union qui reviennent en Afrique, etc. Donc voilà, c'est quelque chose d'absurde. C'est contre ça que moi je refuse le terme d'immigration. Tu peux dire voyage, bouger, tout ce que tu veux. On a le droit d'espérer mieux ailleurs. On a le droit aussi d'espérer mieux chez soi. Donc il y a des gens qui luttent pour changer les choses chez eux. Il y a d'autres qui décident d'aller voir ailleurs s'ils peuvent trouver mieux. Ça arrive, hein, les drames, tu sais, de tout temps. Moi, je pense que dans les années... Il paraît que Kanko Moussa, il a essayé de traverser l'Atlantique, il paraît. Il paraît que les Vikings ont essayé de traverser l'Atlantique, il paraît. Probablement, ils sont morts. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, il y a eu des drames de ce genre. Mais est-ce que ça change quelque chose dans la destinée des hommes? Les désespérés qui vont... Ils posent des questions à nous tous, à nous, les sociétés desquelles ils s'échappent, et aux sociétés qui sont censées les accueillir. Tu vois, ça pose ces questions à eux. Mais en réalité, au fond, tu penses que les Africains qui sont dans toute l'Europe, là, ils sont partis à la pirogue? Non, non, non. Tout le monde, plus de 98% des gens, je pense, hein, vont en Europe en avion. Ah bah oui, avec un visa, un vrai faux visa, un faux vrai visa, tout ce que tu veux, mais la plupart des gens ils sont d'abord légaux. Tu prends n'importe quel Saracolé qui va à l'ambassade du Mali, de France au Mali, il va avoir son visa, il va venir en France, son visa va s'expirer et il va devenir sans papier avant de... Voilà, toujours. Tout le monde arrive quasiment avec des papiers en Europe. Ne restons pas dans les spectaculaires. Allons à l'essence vraie du truc. C'est une hypocrisie. Et de toute façon, quand les gens ils sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se grattent pas les fesses, hein. Ils travaillent. Ils apportent quelque chose à ces nations dans lesquelles ils vont. Ils travaillent, nom de Dieu, parce que tu ne peux pas ne pas travailler. Ils travaillent. Ils font des enfants. Ils payent des impôts, même sans papier. C'est juste la reconnaissance qu'ils n'ont pas, la reconnaissance sociale. L'espèce de condescendance. Je n'ai pas la prétention de dire ce que tu dois faire, ce que qui que ce soit doit faire. Moi, je décris juste une réalité. Et puis j'essaie de la décrire de la manière la plus originale possible. Peu importe en fait. Et pourquoi devrait-on décourager les gens ou même les encourager? J'ai la conviction qu'on est des êtres particulièrement riches par la culture. La culture, c'est la plus grande richesse qu'un homme devrait pouvoir avoir. Et quand je regarde le monde d'aujourd'hui, je me dis, ah, quand même en Afrique, c'est pas mal. On est bien nantis, bien lotis, quoi. Riches, variés, divers, du Cap au Caire, de Dakar à Nairobi. Moi, je me dis, c'est ça que je me dis. On n'a pas encore atteint cette espèce de société fade de l'Occident. Il y a une espèce de bip moyen comme ça, tonalité moyenne comme ça, qui sonne comme ça, bip, à 444 Hertz, tu vois. Et tout le monde fait, dès que ça déborde, c'est pas bon. Ça déborde au-dessus, c'est pas bon. Ça déborde en dessous, c'est pas bon. Voilà. C'est bien, ça, c'est des avantages et ça, c'est des inconvénients. Mais il y a de l'humanité qui est perdue dans tout ça. En Afrique, ça existe encore. Et que paradoxalement, c'est ça qui est la vraie richesse. J'ai juste une conviction personnelle, c'est que c'est l'Afrique demain. C'est que c'est ici, sur ce continent, que ça va se passer. Là où ça a commencé, c'est là que ça va se passer. Jeunes Africains, jeunes Africaines, courage, soyez courageux, croyez en votre étoile,
Écoutez les discours débiles que les gens vous racontent tous les jours en vous disant que que vous avez le meilleur de vous en vous alors qu'ils vous écrasent en réalité. Voilà. C'est ça, les jeunes africains. Non, 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 jamais je ne dirais de tels mots. On est tous spécifiques, on a tous le niveau d'intelligence et d'éducation qu'il faut pour y arriver. Soyons solidaires, voilà, soyons solidaires, quoi. Et rêvons de l'Afrique. Comme d'autres gens rêvaient d'Afrique les siècles passés. Rêvons de nous, rêvons d'un demain meilleur.